Donc là, je suis à 9 h du matin. Je prends la décision d'acheter à 200 000 euros d'actions Total. Ok, À 57 euros. d'accord. Donc là, tu sors la machine. C'est un petit retracement, il va reprendre. Après, t'as le diable de ce côté. Garde, c'est ça. Regarde, c'est que de l'argent. C'est que de l'argent. On s'en fout. On s'en fout. De toute façon, on n'a pas besoin d'argent. Surtout quand on prend le mur, qu'on change notre façon de travailler. C'est ça, ce que tu disais au début, c'est à force d'avoir des échecs qu'on apprend et Exactement. qu'on se relève, mais d'une façon différente. Je discute avec des gens, il a gagné 20 000 euros en 5 minutes. Ouais, mais pour gagner 20 000 euros en 5 minutes, il a mis 15 ans à apprendre comment le faire. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas calculer les 5 minutes, il faut calculer les 15 ans qu'il a mis pour... Faut pas regarder la face visible de l'iceberg, mais la face Exactement. cachée. Alors, je vois des gens qui mettent des sports résistants sur un chart 1 minute. Arrêtez, s'il vous plaît. Ouais, c'est un peu court. Arrêtez. Ça, hein. Je veux rester courtois. T'as pris conscience. Tu mets pas de stop. Ouais. Tu mets quasiment du all-in, même tu laisses un petit peu. Maximum de levier. T'as pas toutes les infos. T'es pas devant tes écrans. Ouais. Moi, j'appelle ça, avec du recul, j'appelle ça du gambling. Bonjour à tous, voici une nouvelle émission, merci de nous regarder à nouveau. Alors, nouvel épisode avec Caïs. Caïs, je vais le laisser se présenter et vous allez voir que c'est un homme passionnant qui fait du trading mais qui a fait des mathématiques et il y a pas mal de choses à voir avec lui, donc on va regarder un petit peu comment on travaille autour de ça. Voilà, bonjour Caïs. Bonjour Nico, je peux t'appeler Nico ? Tu peux, avec grand plaisir. Il n'y a pas de diminutif à Caïs. Non, c'est déjà diminué. Donc... on peut pas faire plus que ça. Donc, on peut pas faire plus court. Ouais. Ouais. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Caïs, j'ai 40 ans. Ça, tu sais que tu les fais pas. On me le dit souvent. Ah, voilà, c'est bien ça. Mais, et donc toi, tu es passionné de trading ? Alors, à la base, moi je suis de formation ingénieur en télécommunication et en informatique. J'ai beaucoup fait de mathématiques, prépa et tout ça. Prépa maths, donc Mathieu Paspé, la fameuse... C'est ça, en prépa on fait beaucoup de maths, beaucoup de physique. Et comment t'es tombé dans le trading alors ? À la base, moi j'étais passionné par la finance, par la finance de marché. Avant les mathématiques ou après ? D'accord. Après, la finance, comme tout le monde, ça venait avec le cinéma. Oui, aussi. Quand t'es petit, tu regardais Wall Street, Money Never Sleep, tu regardais... Un fauteuil pour deux, tu l'as vu ? Alors, avec je sais pas, parce que moi, je regardais beaucoup en version française. Ouais. Du coup, parfois, avec les traductions, ça, si c'est québécois ou français... Comme on a 10 ans d'écart tous les deux, d'accord. On n'a pas forcément les mêmes films, mais... On n'est pas si loin que ça. On n'est pas loin. On n'est pas si loin que ça. C'est sympa. Donc, passionné par la finance. Exactement. Tu fais des mathématiques pour tes études. C'est ça. Et à partir de quand tu te dis, tiens, si j'appliquais les mathématiques au marché financier ? À la base, quand tu vois les graphes, les prix qui montent, qui descendent, personne ne comprend ce qui se passe et tout, tu dis c'est le chaos. Et quand tu fais tes études de maths, de physique et tout, tu dis même le chaos, on arrive à le modéliser. Même le chaos. Tu dis, si on arrive à modéliser le chaos, pourquoi ne pas modéliser un marché financier ? Après, le marché financier, en fait, je pense que l'erreur que tout le monde fait, c'est que le prix drive l'économie. Alors qu'en fait, avec un peu de recul, c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est l'économie, les grosses mains, les gros institutionnels, les baleines, si on peut s'exprimer comme ça, qui drivent l'économie, qui, eux, se projettent à long terme, à très long terme, et qui se positionnent. Sauf que nous, l'être humain, il est comme ça. Il prend jamais de recul, il voit ce qui se passe à l'instant T. Exactement. Et quand on voit à l'instant T, on veut scalper, on veut prendre ses bénéfices rapidement, on veut pas voir ce qui se passe, personne ne voit l'agenda économique, personne ne regarde les minutes de la Fed. Et tout ça, moi, je trouve que c'est... c'est dommage parce que... Déjà, il faut comprendre, avant d'arriver à la station de trading, il y a tout un process qui se passe avant. Parce que ça c'est anti-mathématique pour le coup. Justement, cette préparation. En fait, il y a le côté mathématique pour arriver à modéliser ce qui se passe sur le marché financier. Mais avant d'arriver à ça, il y a tout un process avant. Les gens appellent ça de la fonda.
Ouais, tu prépares ta journée, tu regardes un peu comment... Tu prépares ton terrain, en fait. Exactement. Est-ce que tu vas trader... alors, on va rentrer un peu plus tard, un peu plus après dans le vif du sujet de ta façon de trader. Mais est-ce que tu vas changer ta façon de trader en fonction de ta préparation de journée? Bien sûr. Ou est-ce que tu vas appliquer... Parce que toi, tu fais du scalping. Donc, aujourd'hui, quel marché tu traites? Alors, tu fais du scalping. Soit on parle de ce que je fais maintenant ou ce que je fais tout le temps. Aujourd'hui, tout de suite. Alors, et après, on va commencer par le début. On va faire un rétro-planning. Scalping. Je sais que j'ai beaucoup fait du scalping avec Trading Institute. Donc, c'est là où je me suis formé à l'ordre, ce qu'on appelle la mode actuellement, l'order flow. Mais avant ça, je faisais aussi du swing, de l'intraday, sur action, sur CFD. Après, les futurs, c'est plutôt après le Covid. D'accord. Et là, c'était assez récent. Exactement. C'est un mode que je connaissais pas. Et moi, de par mon caractère, chaque fois que je connais pas, il y a deux façons de faire. Soit, non, je connais pas, je reste... moi, je suis plutôt dans l'ordre inverse. Ah, là, il y a une opportunité, il y a une possibilité d'opportunité, il faut se positionner, il faut apprendre, il faut se former avec les bonnes personnes. Ouais. Et donc, tu vas faire ton enquête et voir un peu comment fonctionne le marché. Et c'est là où je suis tombé sur toi. C'est autre chose, ça. Mais, du coup, tu as commencé ta carrière trading, ta passion, en fait. C'est un hobby parce que... Voilà, c'est une passion. Je ne me définis pas comme trader parce que c'est pas je vis pas du trading. Tu as une autre activité professionnelle. Que je fais de 8 à 18, comme le commun des mortels. Voilà, tu es un salarié cadre plutôt supérieur parce que tu es ingénieur dans une entreprise. Mais c'est ça. Enfin, tu as été ingénieur dans plusieurs entreprises, mais ce que je veux dire, c'est que pour toi, le trading, c'est plutôt un complément de revenu, entre guillemets, et c'est surtout un outil de recherche. C'est une passion. Et c'est une passion. Voilà. Donc, cette passion, elle a commencé quand ? Ma passion, elle a commencé, comme je t'ai dit au début, avec... moi, j'ai un fan du cinéma américain. Ouais. Quand t'es petit, tu regardes Wall Street... Gordon Gekko. Voilà. Pour ne pas le citer. La crise de la bulle Internet dans les années 2000. Ouais. Donc ça, tu l'as connu, tu étais sur les marchés en 2001 ? Non, j'étais trop jeune. Mais je suivais beaucoup. C'est pour ça que je te dis, au début, on a 10 ans d'écart, donc on a une... C'est pas une génération, mais voilà. Moi, j'étais dedans, mais c'est là où j'ai commencé. D'accord. Il y a un petit décalage. 2000, donc 2001, c'est juste après. Toi, tu as commencé quand sur les marchés à peu près ? 2006, moi, j'ai commencé 2007 sur les marchés début des années 2010, 2012. Donc juste après les subprimes. Exactement, avec le début des cryptos. D'accord, ok. D'accord. Donc, tu as connu le Bitcoin à $100, $200 ? J'ai même une histoire avec. Ah, bah, je t'écoute. D'accord. Sauf qu'il y a une histoire avant, c'est que j'étais pas majeur à l'époque, et même plus que ça, il n'y avait pas les propres firmes, la tendance actuelle. Ouais, tout à fait. Donc, il fallait s'appuyer sur ses capitaux propres. Moi, je n'ai pas honte de le dire, je suis issu des quartiers populaires, des cités, comme on appelle ça. Tout à fait, ouais, puis tu étais jeune à l'époque, donc quand on commence, on n'a pas beaucoup de capitaux, on n'a pas d'épargne, on n'a rien. On n'a pas accès à du capital, du patrimoine hérité, comme certains et tout. Donc, je me suis dit autant, tant que j'ai pas encore eu mon diplôme, j'ai pas encore accès au capital, autant apprendre, autant se former, le jour J, patienter. Ouais. Le jour J, quand ça arrivera, on sera prêt. Donc un vrai plan de développement. Exactement, mais c'est le genre de plan, il faut vraiment être patient. Ouais, c'est important la patience. Ah oui. Se donner du temps pour apprendre et du temps pour progresser. Exactement. Il y a des gens, j'entends je discute avec des gens, il a gagné 20 000 € en 5 minutes. Ouais, mais pour gagner 20 000 € en 5 minutes, il a mis 15 ans à apprendre comment le faire. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas calculer les 5 minutes, il faut calculer les 15 ans qu'il a mis pour... Il ne faut pas regarder la face visible de l'iceberg, mais la face cachée qui est assez importante. Il ne faut pas regarder les 5% de l'iceberg visible, il faut regarder tout l'iceberg. Ouais. Et là, quand on regarde tout l'iceberg, tu vois les échecs, tu vois la frustration, tu vois le doute. Donc, tu as eu des échecs toi aussi ? Comme tout le monde. Ouais, on est d'accord, j'en ai aussi. En fait, comme dit ma mère, le problème, ce n'est pas les échecs. Le problème, c'est de les surmonter. Ouais. En fait, quand tu tombes, tout le monde tombe. Oui. Et il faut se relever. Ouais. Mais pour se relever, il faut du courage, de la volonté. Il faut de la volonté. Il faut la passion. Ah oui. Ouais, la patience, la passion. Ouais. Il faut beaucoup de choses. Ça, c'est du caractère. Et je pense pour faire du scalping,
je pense que toi, tu es plutôt focus scalping. Moi, le scalping, c'est une des choses que je peux faire en finance de marché. Il faut vraiment être patient. Faut pas, parce que toute la journée, il y a énormément d'opportunités sur le marché. Ouais. Par contre, il y a opportunité et opportunité. Il y a opportunité avec un petit risk-reward, on prend un risque de $100 pour viser un risque de 1 sur 5. Ouais. Il y a un risque où le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il y a des trades qui sont plus sûrs que d'autres. Et c'est risqué, il n'y a pas de volume, on n'est pas sur la session américaine où c'est quasiment tout le volume qui vient sur le marché. On est sur la session, à la fin de la session européenne ou la session asiatique. Alors là, c'est encore pire. Il n'y a pas de volume, il y a beaucoup de faux signaux. Et là, tu commences à douter. Ma méthode ne marche pas, alors que tout simplement, tu ne dois pas être sur le marché, tout simplement. Ouais, donc il faut adapter sa méthode au marché que tu as devant toi. Exactement. Ce que tu disais d'ailleurs juste avant, en préparant sa journée, mais aussi en trouvant les phases de marché qui correspondent à ta façon d'intervenir. Exactement. Donc toi, tu fais plusieurs choses. Donc tu fais du swing, tu as fait du swing, du buy and hold, comme on dit aussi. C'est surtout tu as acheté du crypto, donc si on se souvient bien, tu as acheté du bitcoin à $20 et tu l'as toujours. J'aurais aimé. J'aurais aimé, toi. À l'époque, on n'a pas la maturité. Dès que le truc prend un peu de valeur, tu commences à... Mais j'en connais pas beaucoup, mais j'ai croisé une personne qui avait mis pour rigoler 400 000 euros sur le bitcoin à l'époque quand il valait 300, 400, et il a 70 millions aujourd'hui. Mais il fallait pour rigoler mettre 400 000. Donc c'est des gens qui ont déjà des portefeuilles très importants. Mais j'en ai pas croisé beaucoup qui, quand le bitcoin valait 200 ou 300, n'a pas vendu parce que c'est monté à 500 ou 600, tu as fait déjà 100%, c'est énorme. Exactement. Et donc en général, si tu fais du scalping ou du court terme, il y a un moment où tu vas vendre ta position. Non, mais en plus, la philosophie de la crypto à la base, parce que moi je me suis un peu renseigné sur le truc, la philosophie de la crypto, c'est, quand on dit crypto, il n'y a pas que le bitcoin. Je sais que tout le monde parle du BTC USD, mais il n'y a pas que le BTC, il y a l'Ethereum, il y a Shiba, il y a beaucoup d'actifs, beaucoup de projets en crypto. Et la philosophie au début, ça parlait d'une monnaie électronique pour un peu contourner le monopole des banques centrales et quand ils jouent avec le quantitative easing. Voilà, donc la finance décentralisée. Exactement. Moi, j'entends ça, je dis... Imagine quelqu'un comme Donald Trump, Poutine et tout. Tu penses qu'il va... le leader chinois, il me pardonnera. La prononciation. Je ne connais pas son nom. Avec tout le respect que je lui dois, bien sûr. C'est des gens, ils ne vont pas laisser baser leur économie, l'économie mondiale, sur quelques, on va dire, geeks qui jouent avec la monnaie. Donc au début, j'y croyais pas. Ok, on peut mettre quelques billes là-dessus, ça prend de la valeur, à buy and hold, tu laisses le truc grandir pendant un mois ou deux, tu liquides ta position. À la base, j'y croyais pas. Mais ça, c'était 2012, 2013. Ouais. Là, on est en 2024. Là, je crois il a dépassé la base des $100 000. Je dis, c'est ouf. Ouais. Mais là, limite, on est sur une bulle. Il y a eu beaucoup d'étapes qui ont fait que, je pense que plus qu'une bulle, c'est une révolution industrielle. Comme Exactement. Dans toutes les révolutions industrielles, dans 2001 avec la crise, il y a des sociétés Internet qui sont restées. Amazon, qui perdait de l'argent pendant des années et des années, qui aujourd'hui ne fait qu'en gagner. Amazon, à la base, on rappelle, c'est une bibliothèque. Hein. Oui, c'est ça, DVD, livres, et puis ça s'arrêtait là à la base. Là, donc, c'est vrai que je regarde mes films sur Amazon Prime. Donc, bon, ils sont adaptés, sont développés, ça c'est autre chose. Mais à la base... moi, je me rappelle, je suivais beaucoup, j'avais pas accès aux capitaux, mais je suivais beaucoup ce qui se passait pendant la bulle Internet. T'as France Télécom qui rajoute .com, ça prend 20% le jour même. Le jour même, exactement, je me souviens de ça. Ça, c'est le comportement. C'est la veille du début de la descente de la bulle Internet. Exactement, je me rappelle, moi je suis sur le secteur... FranceTélécom.com, ça monte à 220 €. Sachant que je suis un ancien salarié de France Télécom Orange, que je salue au passage. Ouais. Et 80 000 salariés qui te connaissent tous. Je ne pense pas. Mais en plus, Orange, c'est partout dans le monde. Hein. Oui, bien sûr. Nous, on était dans les filiales, on travaillait dans la zone, ils appellent ça MENA, Middle East, North Africa. Donc, nous, on était basés. Après, on était un peu focus sur la France et tout. Bon, ça n'intéresse personne. Donc, on revient sur le trading. Donc, on parle de crypto. Donc, tu commences à t'intéresser aux crypto. C'est les premiers investissements que tu vas faire. Oui, mais j'y croyais pas vraiment. Parce que là,
Qu'est-ce que tu fais du coup comme investissement Sur au action. début? Sur action. Ouais. On faisait comme tout le monde. Là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, les gens, on est fin 2024, 2025, il reste 2 semaines. Ouais. Mais il faut se projeter 10 ans, 15 ans en arrière. On n'avait pas les outils qu'on a actuellement. On n'avait pas ChatGPT, Google Gemini pour affiner ces stands. Faire du backtest sans se bouger. Parce qu'aujourd'hui, tu te sers, toi, Moi, je me sers un peu de dans tous les ta outils façon de travailler. informatiques. Tu te sers de Gemini et ChatGPT? Je l'ai mis même en concurrence. C'est ce que j'allais te demander. Lequel tu préfères? Les deux. Tu préfères les deux. Les Donc deux, ça, mon c'est bien. capitaine. Et faire un choix, normalement, c'est renoncer. Là, tu fais pas de choix. Non, mais pourquoi Et les deux fonctionnent bien. Alors, fonctionnent bien, mais avec un petit avantage pour ChatGPT. Et alors, qu'est-ce que tu vas leur faire, ChatGPT et Gemini? J'essaie de au moins backtester des stratégies, même si eux, ils n'ont pas accès à l'historique. Je crois même que c'est fait exprès pour qu'ils ne donnent pas des conseils en investissement. Oui. C'est fait exprès. C'est bien possible. Mais parce que moi, à une époque, je travaillais beaucoup avec les indicateurs, comme le commun des mortels. Bien sûr. Donc, j'essaie de trouver le bon paramétrage d'un stochastique, d'un RSI, avant que comprendre l'order flow, finalement, c'est du blabla, tout ça. C'est juste une bataille entre une armada de vendeurs, une armada d'acheteurs, sur une zone clé. En fait, le trading... Tu as simplifié les choses après. En fait, le trading, c'est simple. Sauf que... il y a le jargon financier que tout le monde ne comprend pas. 90% des gens ne comprennent pas. Quand tu parles de shorter le marché, personne ne va comprendre. Surtout en France. En France, on adore acheter du livret A, du ETF. Ça commence à bien se démocratiser. Avec l'ETF, SP 500, Nasdaq. Il y a un peu de volat et tout, ça intéresse les gens. Contrairement aux Américains, qui, eux, ont leur retraite sur les marchés financiers, ils sont obligés de la prendre. Exactement. Nous, on n'apprend pas les marchés financiers. En tout cas, pour l'instant, puisque... Ça commence. Il se peut que BlackRock reprenne les retraites des Français, donc les gens vont commencer à s'y intéresser. Avec ce qui se passe, je ne parlerai pas politique, mais avec ce qui se passe, avec les réformes de retraite, je pense que tout le monde va devoir s'y mettre sérieusement. Parce que moi, j'ai 40 ans, selon la réforme, je suis obligé de travailler jusqu'à 67. Je ne pense pas que je vais le faire. C'est un petit message pour Macron. Je ne pense pas que je vais travailler jusqu'à 67 ans. Je pense que je suis beaucoup plus smart que ça. Et peut-être on trouvera la bonne combine pour générer, avec ce qu'on fait actuellement, nos activités, nos interventions sur le marché, pour effectivement, parce que je ne suis pas sûr, avec ce qu'on voit là, le déficit qui dépasse, je crois, on est à 7% de déficit de l'État. On est allé un peu plus loin que prévu, On a un peu dépassé, alors qu'on on a explosé 3%. les estimations. Quand je vois, je crois, il y a 2 semaines, mais c'est toi l'expert de l'économie, je pense que tu vas certainement me corriger, le 10 ans français qui dépasse le 10 ans grec. Oui, exactement. Donc c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ça, c'est un gros red flag. Ça a été temporaire. Après, ça fait des opportunités parce que c'est anormal. Oui, c'est un excès. En général, c'est un excès et on aime bien aller chercher les excès pour aller compenser autre chose. Mais bon. À qui le dis-tu? Donc, moi, j'adore ce genre d'opportunités, mais c'est un indicateur. C'est un indicateur macroéconomique. Bien sûr. Mais ça reste un indicateur. La France, c'est la deuxième puissance économique de la zone euro, après l'Allemagne. Avec beaucoup de doutes sur l'Allemagne. En ce moment, sur la manufacture. La grecque, je pense que ça fait partie du peloton de derrière. C'est le 10 ans, parce que un peu, si tu veux, le 10 ans, la dette, c'est un peu, c'est comme le CAC 40, c'est un peu un indicateur de la santé économique. De la confiance qu'on a en nous. Exactement, parce que c'est la confiance que les investisseurs donnent aux politiques monétaires et gouvernementales. Si on arrive à ce niveau-là, ce qui est un réel risque, et à un moment donné, peut-être les gens vont commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est la bonne chose à faire de confier... Moi, je suis un capitaliste, je le revendique, je suis un libéral. Pour moi, le gouvernement, il est là pour faire ces trucs, sécurité, éducation, mais tout ce qui est retraite, tout ce qui est économie, ça, c'est un peu le modèle américain. C'est à chacun de gérer, son patrimoine. Et chacun de se former, de prendre ses propres décisions et tout. Après, je pense que je ne suis pas majoritaire dans le pays, donc ce qui est normal. Mais plus sur les marchés financiers, on est plus dans cette réflexion en général. Exactement, c'est qu'on prend notre argent par les tripes. Ça, c'était au début. Là, je prends un stop-loss de $500, je le sens même plus. Je pense avec l'expérience, la maturité, tu commences
Avoir des automatismes. Exactement. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on essaie de modéliser le chaos. Oui. Mais le chaos, quand on propose un modèle, c'est qu'on propose une hypothèse, avec une grosse probabilité. Sauf que les probabilités, parce qu'on n'est pas dans un monde... Là, je fais beaucoup de stochastique et de proba. On n'est pas dans un monde déterministe, on est dans un monde stochastique. D'accord. On peut modéliser avec des probas. Donc, dans certaines situations, là par exemple, si je fais analogie avec les marchés financiers, on identifie des zones clés, support résistance, zone de demande, zone d'offre, chacun l'appelle comme il veut. Là par exemple, moi j'adore, puisque je fais des télécoms, il y a un module qu'on faisait avant qui s'appelle le traitement de signal. Ouais. Et traitement de signal, c'est que en numérique, c'est du binaire, soit du 0, soit du 1. D'accord. Sauf que quand l'émetteur envoie et le récepteur envoie réception du signal, il faut qu'il décide c'est du 0, c'est du 1. Donc il y a beaucoup de mathématiques derrière. Ouais. Si on essaie d'appliquer... Sur un système simple, finalement, et on arrive à le complexifier. Voilà. Si on essaie rien que ça, pourtant c'est très basique ce que je dis. Si on arrive à appliquer ça sur un marché financier, il y a deux sortes d'offres. Soit on achète, soit on short, soit on vend. Ouais. On peut pas faire... Il n'y a pas un troisième. Bon, il y a le BE, mais ça ne veut rien dire. C'est flat. Donc, quand tu te positionnes sur le marché, c'est que tu émets une hypothèse. Si j'achète, ça veut dire que tu émets l'hypothèse qu'à court terme ou à long terme, le marché va grimper. Voilà. Si tu short, c'est que tu as émis l'hypothèse que le marché va se casser la gueule. Ouais. Pardon d'être trivial. Va descendre. Va descendre. Ouais. On va rester pour toi. Va descendre. Donc, tu fais du discrétionnaire, tu es directionnel. D'accord. Mais tu te positionnes. Donc, du coup, tu es un peu binaire, finalement. C'est soit tu achètes, soit tu vends. Il y a les institutionnels qui vont essayer d'edger ça avec des options et tout. Ouais. On n'est pas des institutionnels. On n'a pas accès à ce genre de capitaux. Et puis, on n'en a pas besoin. Eux, ils en ont besoin parce qu'ils sont tellement importants que quand ils restent sur le marché, ils ne peuvent pas rentrer et sortir comme ils veulent. Exactement. Alors que nous, on est tout petits, quoi. Exactement. Nous, on est peanuts sur le marché. Par contre, c'est 150 milliards par jour. À la Fink de BlackRock ou Amundi, pour ne pas les citer, ou d'autres. Ouais, Fidelity, Pinko. Il fait vriller le marché. Ouais. Lui, il n'achète pas un contrat de S&P, il achète tout le S&P. Les 500 plus grosses sociétés de gestion, elles ont 150 000 milliards. Et il y a 150 milliards qui sont sur le marché tous les jours. Ils sont plus gros que 150 000 contre 150. Effectivement, nous, sur 150 milliards, je pense que toutes les personnes qui nous regardent sont peanuts. Déjà, tu peux éliminer le milliard. Je ne pense pas que ni M. Arnaud ni M. Musk ne nous regardent. Je pense. D'accord, voilà. Donc, on va rester humble. Là. Voilà, donc en fait, effectivement, on est peanuts sur ce marché-là. Donc, c'est à nous de le suivre. Exactement. À nous d'essayer de comprendre ce que font les gros. Exactement, c'est exactement ça. C'est que tu as beau mettre tous les indicateurs que tu veux, c'est tout simplement le marché, c'est une bataille entre les gros. Et toi, tu essaies de comprendre sur des niveaux clés de prix. Je parle pour tous les actifs, je parle pas de futurs, de CFD, actions. C'est pas, tous les marchés centralisés. Pour tous les marchés. Ouais. C'est le même principe, c'est acheteur, vendeur, c'est bataille sur des niveaux clés. Qui le remporte. Si les acheteurs remportent la bataille, ça va monter. Si les vendeurs remportent la bataille, ça va descendre. Après, dit ça, c'est très simple de le dire. Après, concrètement, on le dit, ok, il y a des... je sais que toi, tu travailles beaucoup avec le carnet d'ordre. Moi, j'adore le carnet d'ordre. Les Américains appellent ça le DOM. On voit des absorptions, si on met un footprint, on voit le delta qui se transforme de négatif en positif. Ah, il y a peut-être un reverse qui arrive là, peut-être je me positionne avec un stop court pour aller attraper 2-3 points sur le S&P ou prendre une petite tendance sur le Nasdaq. J'adore faire ça. Après, est-ce que je reste, est-ce que je mets un TP ou je prends tout ce que le marché me donne? Donc, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de stratégies. Ça, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Quand tu es devant le trade et que le trade commence à gagner, est-ce que tu sors maintenant? Parce que tu ne sais pas. La perte, de toute façon, tu la calcules en permanence. Ça, c'est le travail de la gestion des risques, c'est-à-dire que tu mets un stop. Donc, quand tu rentres sur le marché, tu acceptes de perdre un montant maximal. Ça, c'est la question que je pose à tout trader. C'est à quel moment tu vas sortir ton gain. À quelqu'un qui se définit comme trader, je ne lui dis pas combien tu gagnes par jour. Je lui dis combien tu perds par jour. Parce que les gens, tu es prêt à perdre. Exactement. Les gens, malheureusement, ils inversent les choses. Oui. Normalement, il fait 200, 300 $, hop, ma journée est finie. Oui, en fait, c'est l'inverse. Alors que on met souvent des take profit, alors que c'est pas les take profit qu'il faut mettre. Quand tu arrives, tu dois savoir quel est ton maximum de pertes, mais pourquoi tu limites tes gains.
Exactement. Après, Tu n'auras jamais de grosse journée, en fait. Exactement. Et c'est dommage. C'est vrai qu'on a interviewé pas mal on commence à interviewer pas mal de monde. Et puis, voilà, moi, je connais ce métier depuis 25 ans. Et c'est vrai que quand tu parles avec des vrais traders qui t'expliquent il y a 25 ans, donc les prop firms, ça existe depuis 3, 4 ans, 5 ans. Ça existe. C'est 6, Top 7. Step, ça existait, je crois, depuis une dizaine d'années. Voilà. Mais il y avait ceux d'avant, et tout. Ceux d'avant, c'était pas aussi accessible comme aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, c'était des gens qui mettaient leurs vrais capitaux. Il n'y avait pas d'autres solutions pour intervenir sur le marché. Et quand tu parles avec ces gens-là, ils t'expliquent que le trading, de toute façon, c'est pas une activité linéaire. Tu gagnes pas toujours la même chose. Par contre, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire des belles années? Parce qu'à un moment, ils ont fait des gros coups. le risque. Oui, puis il y a un moment, ils font des gros coups. Pour faire un gros coup, si tu mets take profit, tu ne feras jamais de gros coups. Si tu limites tes gains, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça le problème, par exemple, là, ce que fait. On peut citer des propres firmes ou pas Oui, bien sûr, tu en as déjà fait citer une, mais il y en a plein. Voilà. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Apex. Ouais. Apex, avec leurs nouvelles règles, il faut mettre un stop. Tu me dis un stop, c'est normal. Mais il faut aussi mettre un TP. Mais tu peux déplacer le TP. Oui, tu peux le déplacer. Donc, du coup, il faut que tu déplaces un TP pour ne pas avoir de TP. Exactement. En fait. Oui, mais ça prend un peu de charge mentale. Parce que moi, à la base, je ne travaille pas avec le TP. Je travaille avec un stop que je déplace. En fait, moi, je sors toujours sur un stop. C'est un stop suiveur qui va te faire sortir. Exactement. Comment il y a Je sais que toi, tu le mets sur le bas de la bougie et tout. Moi, j'ai d'autres techniques pour... ça dépend. Ça dépend aussi du marché dans lequel on est, la préparation Exactement. de journée. J'essaie de sortir surtout sur un stop pour prendre maximum le mouvement. On n'arrive pas toujours... En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on n'arrive jamais à acheter au plus bas et vendre au plus haut. Ça n'existe pas. C'est un fantasme, ça. C'est le monde des regrets, la bourse. Et le problème de ça, c'est que quand tu le fais, de temps en temps, par coup de chance, tu achètes le point bas, tu revends le point haut, tu veux recommencer ça à chaque fois. Et du coup, tu te perds parce que tu n'y arrives jamais. Ça arrive une fois. Voilà. C'est comme l'euro million. Tu peux tomber dessus une fois. Si tu arrives une fois à l'euro million, une fois ça suffit en général. Sauf si tu t'appelles Madame Irma. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. Après, il faut chercher. Sauf que si on essaie de modéliser, on essaie de faire monter le stop, on sort toujours sur un stop. Stop perdant, un stop gagnant. Eux, ils t'imposent de mettre un take profit. Là, carrément, ils te demandent de te filmer. C'est des stratégies sur lesquelles j'ai bossé nuit et jour. J'ai regardé des conférences à 3h du matin. Ma femme croit que j'étais avec ma maîtresse et tout. Ouais. Donc, un peu avec ta maîtresse. Le trading, ça remplace... Un peu, parce que ça bouffe énormément de temps. On est tout le temps en train d'apprendre. Ouais. Ça finit là, par exemple, les nouvelles tendances et l'ordre flow, mais là, on est quasiment avec l'ICT SMC, c'est la nouvelle mode. Ouais, ça marche pas mal, hein, c'est bien. Enfin, on va chercher des niveaux, quoi, en fait. Au final, ça revient toujours au même. Oui, c'est toujours deux niveaux clés où deux grosses balancent le marché. Exactement. Il y en a un qui vend et l'autre qui achète. Ouais. Sauf que toi, tu mets comment des les déterminer sur où sont-ils H1 ou H4. Lui, il va chercher ce qu'on appelle les FVG, les Fair Value Gap, comment les détecter, ou des order blocks. Donc, c'est une autre façon de faire. Tu cherches des niveaux. Après, il y a un niveau qui casse. Avec une bougie qui se fait englober, on considère que c'est un order block. Si on dépasse cet order block, là, il y a un reverse avec une grosse probabilité. J'ai essayé de discuter avec les gens qui font du SMC. On est sur un win rate de 30-35, mais on va chercher du 1 pour 4, 1 pour 5 comme risk-reward ratio. C'est de l'intraday. Il faut que les deux soient ensemble. Hein. C'est-à-dire c'est le win rate et le risk-reward. Exactement. Sur 35% avec un 1,5, je pense qu'on est rentable. Donc écoutez bien ce qu'il vient de dire, à noter pour donner note, parce que tu nous donnes un peu ta stratégie. Non, moi je fais pas. Tu fais pas ça, toi. Toi, tu fais aussi sur les VWAP. Moi, je travaille beaucoup avec la VWAP et en fait, je reviens un peu sur ta question. C'est comment on essaie de modéliser le chaos qui est sur les marchés financiers. Le chaos, en fait, de par ma formation, je suppose qu'il y a un signal et un bruit. Ouais. Et l'idée, c'est de récupérer le signal et de filtrer le bruit. Parce que le signal, ce sont les grosses baleines, les grosses mains, c'est BlackRock, Amundi et toute la smala. Et tous ceux qu'on peut citer, exactement. Vanguard, Pimco, etc. C'est ça. Et le bruit, c'est toi, moi, les retail, tout le monde qui achète 1 ou 2 contrats. Ça, c'est le bruit. Le bruit, il ne te donne pas... il est là, ça monte, ça descend, ça tape ton stop.
c'est un peu frustrant. Mais moi, j'essaie de me focaliser sur le signal. Après, on va dire le signal, c'est quoi? Peut-être une EMIA exponentielle à 20 périodes sur un graphique de 500 ticks ou 1 minute. On peut avoir le signal. On peut voir le signal si on prend les supports et résistances, pas sur un... Alors, je vois des gens qui mettent des supports et résistances sur un chart 1 minute. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est un peu court, Arrêtez. Ça. Je veux rester courtois, mais ça se fait pas, c'est pas crédible. Les gens, Jérôme Kerviel, quand il intervenait à la Société Générale, je pense pas qu'il voyait un chart de 1 minute. Il voit peut-être du 15 minutes et tout. Et là, tu commences à voir le vrai signal. Ouais. Et là, par exemple, j'aime beaucoup la VWAP et les bandes de Bollinger parce que ça met en évidence le phénomène signal-bruit. Ce qui fait qu'on arrive à décortiquer et modéliser le chaos qui règne sur le marché financier. On voit les grosses mains, les baleines, elles veulent aller où? Elles veulent monter, elles veulent descendre. Et toutes les fluctuations de prix, c'est du bruit. Donc, ne soyez pas le bruit, soyez le signal. Donc, suivez le signal. De nettoyer un peu les différents éléments pour trouver l'essence même des signaux que tu peux générer. Exactement. Donc là, par exemple, on le voit de façon différente et phénoménale sur deux indicateurs que j'aime beaucoup. Les bandes de Bollinger en 15 minutes, en 5 minutes, si on fait du scalping. Mais les bandes de Bollinger pile poil, celles qui sont données dans le catalogue. En fait, c'est avec un écart type de... tu fais des modifications quand même. Ouais. Donc ça, c'est le travail que tu as réalisé avec ChatGPT et Gemini. Il y a ça, et avec les standards déviation de la VWAP. Voilà, standards déviation. Les standards déviation, alors là, sur les marchés américains, ça marche à merveille. Ouais. Quand tu mets en fait, les Américains sont très carrés. Hein. Donc, quand tu vois comment ça monte, comment ça descend, comment ça respecte pile poil les niveaux standards déviation, alors, plus 1, moins 1, moi, je considère que le prix est en équilibre. D'accord. Autour de la VWAP. Par contre, si on commence à aller sur du plus 2, plus 3, le marché est déséquilibré. Quand il y a déséquilibre, généralement, le marché, en fait, la VWAP, elle adore, ou une moyenne 200, elles adorent se comporter comme une sorte d'aimant. D'accord. Parce que c'est un peu le prix d'équilibre du marché. En fait, les gens oublient tout le temps, mais un marché, c'est quoi? C'est un acheteur et un vendeur. Il faut une contrepartie. Et quand il y a des excès de marché, la contrepartie, parfois, elle disparaît. Oui. Quand on est sur une standard déviation de la VWAP à plus 2, plus 3, c'est-à-dire le prix il a tellement augmenté, c'est plus intéressant pour un acheteur d'acheter sur un prix pareil. Du coup, là, peut-être il y a des phénomènes de reverse. Là, je parle vraiment sur des marchés en range. Hein. Oui. C'est sur des marchés équilibrés. Pas mais 60% du temps, le marché il est en range. Hein. Voilà, il ne dépasse pas le 1% maximum. Oui, tout à fait. Je ne parle pas des journées là, ce qu'on vient de vivre avec Elon Musk et Trump, le marché américain qui prend... c'est les 40% restants, c'est les moments où il y a de la volatilité. Exactement. C'est là où on fait des belles journées d'ailleurs. Hein, parce que... Si on est en train de following, oui. Si on est en contrarien, ce que je déconseille à tout le monde, ça c'est différent. Train is your friend. Ouais. On est d'accord, c'est exactement ce que j'allais dire. Même si restez toujours focus avec la tendance, même si on est en standard déviation plus 2, plus 3, si le marché monte, vendez pas. D'accord. Donc toi, quand tu selon utilises... Moi, moi. Ouais, non, mais c'est très intéressant parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le travail mathématique que tu réalises parce que les gens ne savent pas forcément... Moi, je te connais mieux, je sais que tu fais beaucoup de travail mathématique sur justement ces marchés. Ces marchés, ils ont énormément changé. Moi, j'ai commencé en juillet 2000. Donc ça remonte un petit peu. Les marchés aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes. Et aujourd'hui, c'est plus des marchés mathématiques qu'autre chose. Aujourd'hui, tu sais pourquoi ? Une salle de marché, on ne cherche pas un trader, on cherche un quant, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des mathématiques. Exactement. Tu sais pourquoi les marchés ont changé ? Je t'écoute. Parce que selon mes dernières infos, 90% du marché, des volumes, des ordres tradés sur le marché américain, c'est des algos. Oui, d'accord. Quand je dis algo, robot trading, et depuis programmé par un humain. Exactement. Et depuis pas mal de... Tout récemment, des IA. Oui. Alors, j'ai vu une conférence sur les IA par le patron de l'innovation chez Amundi. Donc, monsieur qui gère toute l'innovation chez Amundi et qui nous disait, ce qui était plutôt amusant, parce qu'on se dit, tiens, l'IA arrive et elle va tout changer.
Et en fait, on ne va plus passer nos ordres, c'est ça l'enfer. Et en fait, il dit, aujourd'hui, ce n'est pas l'IA qui passe les ordres. Les gérants de portefeuille, qui sont donc des grosses mains, pas ceux qui font du trading et plein de petits ordres comme ça, mais qui vont prendre les positions sur du plus long terme, chaque gérant a son propre IA, parce que l'intérêt de l'IA, c'est de s'adapter à toi. Et elle va s'adapter en fonction de ce que tu veux lui dire. ChatGPT, si tu lui parles d'une certaine façon et je lui parle d'une autre façon, on n'aura pas les mêmes résultats. Ça, c'est sûr. Ouais. Voilà. Et donc, il expliquait que l'IA est effectivement déjà dans la gestion depuis longtemps, qui travaille beaucoup là-dessus, mais que chaque gérant a adapté l'IA à sa façon de faire, et que donc l'IA leur donne des opportunités, des décisions, des aides à la décision, mais ce n'est pas l'IA qui passe les ordres sur la partie gestion. Hein. J'entends pas sur la partie algo. Et du coup, je me dis que sur la partie algo, parce qu'on a toujours un petit peu peur, tu sais, c'est amusant, c'est que, et c'est ce qu'il disait aussi, c'est qu'on a toujours peur de l'innovation technologique, parce qu'on imagine que, comme dans Terminator, en fait, les robots vont prendre la main et vont tous nous tuer. Voilà, Matrix, etc. Finalement, on revient sur le cinéma du début, le cinéma de ta passion, comment tu découvres le trading, c'est ça. Mais aujourd'hui, comment est-ce que les gens ont peur avec l'intelligence artificielle? C'est parce qu'ils se disent, tiens, on va être remplacé par l'intelligence artificielle. Ce qui est faux. Une probabilité. Elle nous aide à prendre nos décisions et elle affine nos réflexions, mais elle ne prend pas les décisions comme ça. Mais maintenant, on a effectivement, dans chacun des algos, on voit bien qu'il y a quand même un développeur derrière, quelqu'un qui a une idée du marché ou qui va l'analyser grâce à l'IA, mais qui va prendre, pour l'instant en tout cas, une décision finale. Quoi. Oui, et justement, c'est ça la nuance entre les algos première et deuxième génération et l'IA. C'est que les comme algos, Terminator, première, deuxième génération, il n'était pas du tout les mêmes. C'est que les algos, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que je me permets de te tutoyer. Mais je t'en prie. Parce qu'on se connaît dans la vie réelle. Ce que les gens ne connaissent pas. Les algos, il y a un code source derrière. Tu lui dis fais ça, il fait ça. Point. Ouais. Alors, c'est pas binaire, mais il est programmé, quoi. Exactement. Il y a un développeur derrière qui a compilé un code source, qui l'a testé, il est arrivé sur une version stable du code source, qui l'applique. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'effort. L'IA, c'est un algo, mais qui apprend. Il fait du machine learning, qui apprend, qui se développe lui-même. Il a été développé, mais à partir d'un certain niveau de maturité de l'IA, il n'a plus besoin de l'être humain. Et ça, c'est ce qui me fait peur. D'ailleurs, je crois même Elon Musk en parle aussi. Hein. Même aussi il a exprimé des doutes là-dessus. Il a dit le trajet dans lequel on y va, il a peur qu'on dépasse un certain point de non-retour. Et là, quasiment, on tombe dans la science-fiction. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Après, c'est exactement dans un trou noir. Après la révolution, toutes les théories ne sont plus valides. Et là, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'on sait la théorie, ce qu'elle donne, mais concrètement, on ne sait pas ce qui... Et là, on tombe dans la science-fiction, et là, on voit ce qui se passe dans le cinéma. Il est possible que c'est l'IA qui récupère. Ça, après, c'est selon moi. Hein. Ouais. C'est selon moi. C'est un risque avéré. Mais de toutes les façons, dans toutes les révolutions, c'est un risque avéré. On est en 2024. Il y a du plus. Ça veut dire que nous, on sera déjà à la retraite quand ça va commencer à attaquer. Oui, mais ça sera les générations d'après ou celles de nos petits-fils. La découverte de l'atome et du nucléaire, au début, c'était pour de l'énergie, c'était pour des radios, des choses comme ça, et c'est devenu une bombe. Donc c'est vrai que dans toutes les révolutions, on a du plus et du moins, et ça dépend de la façon dont l'homme va l'homme humain, bien entendu, va le... Tu fais bien de le citer parce que tu me rappelles la dernière pépite de Christopher Nolan. C'est un réalisateur qui travaille beaucoup sur la notion du temps, le temps relatif, le temps physique, comme dans Interstellar, le temps comme ce qu'il a fait avec Oppenheimer. Oui, Oppenheimer qui a d'ailleurs qui arrive sur une plateforme de streaming qu'on ne citera pas. Elle n'a pas besoin de nous pour être citée. Suffisamment client. Exactement. C'est exactement ça. C'est Oppenheimer qui développe, qui travaille sur l'arme, la bombe H. Mais pour lui, c'était de la science. Il adorait ça. Il était passionné de ça. Mais quand il voit ce qui est fait après avec son innovation, il se pose des questions. Il est même après mis en garde à vue et tout par le gouvernement américain parce qu'il a émis des doutes, des réserves sur ce qu'on fait de ces innovations. Moi, j'essaie d'appliquer la même chose sur les IA. Les IA, ok, l'être humain, il est flemmard par nature, il n'aime pas travailler, on ne va pas se le cacher, surtout pas en France. Ouais. Non, c'est ton pas de prix. Voilà, on code des algos, on code des IA, les IA qui vont faire le boulot pour nous, mais à un moment donné...
Là, ça augmente la attention. productivité aussi. Quand Ça augmente la productivité aussi. Moi, Oui. j'avais vu un... Si on raisonne à court terme, oui. Voilà. Si on raisonne à long terme, il y a un risque. Ouais. D'ailleurs, même Elon Musk, il le dit clairement, il le dit, il a des doutes par rapport aux trajectoires que prend la recherche sur les IA. Bon, ici, on revient un petit peu sur le trading. Moi, il y a des Oui. questions que j'aime bien poser à mes Bien sûr. invités. Je suis là pour ça. Quelle est la chose la plus folle ou la plus... qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans le trading Qu'est-ce qui t'a... Raconte-nous une belle histoire. Alors, des histoires, oui, il y en a... Enfin, une histoire. Une histoire. Des histoires, il y en a beaucoup. Mais il y en a des belles histoires et des histoires qui finissent mal. Mais après, Alors, c'est ça. On va commencer par une belle et une qui finit mal si tu veux. Tu peux faire une sélection. Mais des choses qui t'ont Celle-là, on me l'a déjà impacté. faite. Hein. Et éventuellement, quelque chose qui a fait que tu as changé ta façon de travailler. Ouais. Ou... Bah, surtout quand on prend le mur, qu'on change notre façon de travailler. C'est ça. Ce que je Ouais. disais au début, c'est à force d'avoir des échecs qu'on apprend et Exactement. qu'on se relève, mais d'une façon différente. Exactement. Moi, c'est une histoire rocambolesque. Hein. Ça remonte avant que je commence à faire du futur. Je crois que tu me corrigeras, tu connais mieux que moi. Je crois que c'était en 2021 ou 2022 que le groupe Total annonce des résultats faramineux. Oui, tout à fait. Avec Et moi, un pétrole à l'é- astronomique. Ouais. Exactement. Et moi, à l'époque, je faisais du swing sur action. Et j'adorais, puisque je vis en France, je connais l'écosystème français. Je swingais et je faisais de l'intraday sur les actions du CAC 40. CAC 40 et autres grosses actions qui parfois ne sont pas dans le CAC 40. C'était sur les big caps, toi. Les grosses C'est ça. sociétés, les C'est sociétés ça. avec grosses Parce capitalisations. qu'il y a beaucoup, on ne va pas les citer, il y a de grosses boîtes qui ne sont pas sur le CAC 40. Oui. Parce que si avec leurs résultats, il y a une Oui, autre... puis ça prend du temps de rentrer dans l'indice, de sortir, etc. Exactement. Mais effectivement, Parfois, elles sont dégagées du CAC 40 et ouais, tout. exactement. Bref, ça passe sur le 20h de TF1. Moi, et sur Boursorama, sur BFM News, tout le monde parle et tout. Et là, pardon d'utiliser le mot, c'était un piège à con. D'accord. Pourquoi ? Parce que à l'époque, l'action se dealait à 57 €. Oui. Moi, je vois ça. Je me dis, il y a une action comme ça qui a... En plus, il y a même, à l'époque, je crois, c'est Biden ou Trump qui en parlait. Il dit, c'est pas normal qu'une société qui fait du pétrolier affiche autant, il faut qu'elle investisse sur l'environnemental et tout. Mais tout le monde en parlait pendant 12-14 heures. Et le lendemain... Total, elle se fait dealer sur la place de Paris, sur l'Euronext. Oui, tout à fait. Ils veulent aller à New York, mais pour l'instant, ils sont toujours sur l'Euronext. Donc là, je suis à 9h du matin. Je prends la décision d'acheter à 200 000 € d'actions Total. Ok. À 57 €. D'accord. Donc là, tu sors la machine. Je sors à la machine à billets. D'accord. Ma femme n'est pas au courant. Voilà. J'espère Tu qu'elle ne lui va pas regarder Tu lui dis pas que ce tu podcast. passes. Mais bon, il y a prescription il y a 3 ans là. Donc, mais bon, j'achète à 57. Je vais au boulot à l'époque, je travaillais sur Roissy. Ouais. L'Euronext ouvre à 9h du matin. Je suis encore bloqué sur la A86. D'accord. D'accord. Donc, je passe mon ordre à 200 000 € via le téléphone. J'arrive pas, d'habitude, je prends dans l'open, parce que parfois l'open sur le CAC 40, ça fait de belles... parfois, hein, pas toujours, mais avec une grosse news comme ça, je m'attendais à ce qu'il se passe un gap de 5-10%. Ouais. Je me dis 200 000 €, tu mets 200 000 €. 200 000 € ne m'appartiennent pas, hein, c'est du levier, on est bien d'accord. Oui, c'est du levier. Ouais. Oui, donc, tu as c'est pris, du- parce que sur Euronext, il y a du levier 5. 5, c'est ça. Voilà. Donc, Donc, tu mets quand même un un billet. cinquième, mais c'est énormément d'argent. Non négligeable, ouais. Oui, pour le français moyen, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Et je le confirme. Ouais. Donc, je passe l'ordre parce que je suis bloqué dans la A86. J'arrive pas à voir les graphes. J'arrive pas à voir la cotation. J'y vais pas. Et moi, par nature, c'est mon caractère, je suis un peu risqué. un peu joueur. D'accord. J'aime jouer. On a remarqué ça, tu t'interviens souvent. Ouais. J'aime jouer. Je me dis, allez, c'est que de l'argent. C'est que de l'argent. Vas-y. En fait, t'as l'ange et t'as le démon. Ouais. Le mec un peu mature et tout, tu te dis, ouais, t'as pas tous les indicateurs, t'as pas tous les infos. Sur ton téléphone, faire du trading, c'est pas voilà, évident. Je le conseille à personne. Voilà. Le trading, tu le fais au minimum avec 2-3 écrans. Et encore.
Ouais, puis c'est surtout bien Encore. installé, tranquillement, Bien installé, y a pas de analysé. Et tu bruit. passes, voilà, c'est Voilà. ça. Sur le Les téléphone. gosses sont à la crèche et tout. Voilà. Il n'y a personne qui te prend la tête. Là, tu as tout le monde qui te klaxonne. Tu as BFM qui à 9h, ouais, Total, En qui boucle. affiche. Ouais. Là, bah, t'es Ouais. lobotomisé. T'es surmotivé, là. Et tu as le diable de ce côté. Il a pris la taille, C'est le une diable. grosse Ouais. opportunité. Si tu rates cette opportunité, t'es débile, quoi. Ouais. Et là, je prends la mauvaise décision. J'ai pas toutes les infos et je mets 200 000 euros sur l'action. À 9h, j'attends. La cloche sonne. Ouais. Je vois même pas ce qui se passe sur le prix. Est-ce que ça monte, ça descend? Est-ce que les gens ont compris les résultats de la société? Est-ce que peut-être ils vont acheter? Est-ce que finalement, non, il y a des hedge funds qui vont commencer, non, finalement, parce que Il était beaucoup monté, hein. exactement. Ouais. C'est comme si c'était là. Parce qu'avant 57, je me suis dit peut-être il y a des gens qui ont anticipé. Bien Effectivement, sûr. elle était à 46, elle est montée à 57. Ouais. Elle fait quasiment Là, des c'est plus de 20%. 20%. C'est énorme. Ouais. Je me suis dit peut-être des gens qui sont initiés ou peut-être ils ont pas on n'est pas au même niveau d'information, ont déjà Et puis anticipé. pour bouger Total, il faut Exactement. des milliards. C'est pas. C'est exactement c'est les pas phénomènes Je suis désolé, qui mais se- c'est pas 200 000 euros qui bougent Total. Exactement. Donc Mais, effectivement, il y a des gros devant toi. Exactement. Ouais. Sauf que les gros, s'ils ont anticipé depuis 6 mois pour l'acheter à 46 et la vendre à 57, c'est que avec ce genre d'informations, Ouais. tu seras la liquidité du marché. Voilà. C'est que pour eux, pour ne pas faire vriller le prix, ils ont besoin de beaucoup d'acheteurs pour eux liquider leur position Bien vendeuse. sûr. Ouais. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. C'est Donc que toi, tu achètes à l'open, puisque tu passes en ordre. j'arrive même pas à voir le prix parce que j'étais bloqué sur la A86. Ouais. Il y avait une mauvaise connexion 4G, il n'y avait pas la 5G. Allez, on y va pas. Moi, je suis joueur, on y va. On achète à 200 000 euros de Total, à 57. J'arrive pas à voir le rafraîchissement des prix. 5 minutes, je sors Tu passes du sur la bouchon. bande d'arrêt d'urgence. T'arrives 57, il est à 54. Ouais. Je dis, ma femme va demander le divorce. Ouais. Parce que à 200 000 euros, En déjà, il y a un levier. gap de 3 euros. Ouais. C'est énorme. C'est beaucoup, Tu vois, le ouais. PNL, il est Ouais. vraiment dans le négatif. Ouais. Bon, on fait pas comme le retail. Nous, on est des gens smart et tout. On laisse passer l'orage. On laisse passer l'orage. J'avance, ça continue à baisser. Là, je crois que je suis arrivé au maximum. Il n'y a pas de stop, hein. D'accord. Y a Le, pas de stop. le stop, c'est le portefeuille. Exactement. D'accord. C'est C'est tout ou le rien. C'est du portefeuille, all-in. parce que c'est du levier. Ouais. Parce que Ouais, si c'est ça, c'est le courtier qui va t'arrêter, Ouais, ça va c'est être un hard stop. Mm. Ça arrive jusqu'à, je crois, 53. Là, je prends le téléphone, c'est bon. T'as plus de thunes. Ouais. Réveille-toi, tu vas te relever, t'inquiète pas, c'est que de l'argent. Ouais. Parce que si tu as du devier, tu as perdu à peu près 50%. Exactement, De- plus. Plus de 50% de ton investissement de Je base. commence déjà à préparer les arguments pour ma femme. Je lui dis voilà, Ouais, je j'ai voulais fait partir en ça, j'ai vacances fait et une c'est grosse fini. connerie, je voulais Ouais. t'acheter une bague. T'as en pas eu le diamant. courtier qui t'a encore appelé pour l'appel de marge. Je pense que ça allait venir parce que j'avais encore de. T'avais j'ai encore pas- un peu de marge. J'ai eu l'intelligence de ne pas faire un all-in. Ouais. D'accord. Tu avais un petit peu de cash. Un peu de cash, mais enfin, je pense que ça allait être dévoré. Hein, donc, Ouais. Bref. Et au moment où j'allais vendre ma position, comme par magie, le prix commence à monter. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non, on est en tendance baissière, il est bearish, c'est un petit retracement, il va reprendre. Après, t'as le diable de ce côté. Garde, c'est ça. Regarde, c'est que de l'argent, c'est que de l'argent. On s'en fout, on s'en fout. De toute façon, on n'a pas besoin d'argent. Ok, on garde. Ça commence à monter, ça commence à monter. C'était à 9h du matin. D'accord. À 12h30, Donc j'étais là- flat. À 12h30, t'es plus sur la 86. Non, Voilà, ça, c'est Encore bon, heureux. t'es sorti. encore heureux. Moi, mon chef qui croyait que je bossais, Mm. salut à lui. Moi, je regardais sur mon téléphone, ça remonte à 56, 57. Donc, après une perte de presque 20, 25 000 euros, Ouais, je reviens à presque flat. ouais. Là, tu dis, j'ai souffert. Je vais Là, pas... j'ai souffert. Ouais, d'accord. Là, et après, tu as le diable qui dit ah, t'es pas à l'abri d'une retentative d'aller tester les supports. Ouais, Donc, tu as joué avec le feu, sors avec le minimum de dégâts. Je reviens flat, je liquide la position. ouais. Sauf que
à 57, elle remonte à 60. Donc mon hypothèse dès le début, elle était bonne. Mais tu sais qu'avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. C'est ce que tu me dis tout le temps. Hein? En fait, j'ai l'impression il y a eu, ils sont allés chercher de la liquidité sur les supports weekly et monthly. Après, une fois qu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, le cours a continué à remonter. Aujourd'hui, si tu avais fait la même opération, tu aurais attendu... déjà, tu n'aurais pas fait sur ton téléphone. Je le fais pas sur mon téléphone. Et tu aurais attendu l'ouverture pour voir un peu comment ça se comporte. Voir avec un minimum d'informations, voir le rafraîchissement de prix, je vois un peu comment le prix se comporte, ne pas foncer tête baissée. Ouais. J'ai pas fait du all-in, mais j'étais pas loin. Ouais. Ça, faut jamais le faire. Ouais. Ne pas être à maximum levier. Ouais. Faut jamais le faire. Gérer ses risques. Faut toujours gérer le risque, diversifier le panier et tout. Jamais mettre tous ses œufs dans le même sac, surtout en action. Ouais. Là, parce que toi, tu fais du futur sur indice. L'indice, il est diversifié et tout. Oui, il n'y a pas de risque sur l'action. Ouais. Voilà, il n'y a pas de manipulation sur les indices. Sur les actions, il y a beaucoup de manipulation. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens... déjà, la société en elle-même a des contrats avec des sociétés qui vont s'occuper de sa liquidité et donc ils vont acheter et vendre des actions en permanence. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans une société cotée, c'était ça. Sans parler du rôle des market makers qui vont jouer avec les liquidités. Eux, ils apportent de la liquidité, mais ils vont jouer avec le marché, ils vont l'emmener à droite et à gauche, ça va balayer et tout. Donc, il y a beaucoup de leçons à apprendre de ça. Ne jamais être en all-in, ne jamais utiliser le maximum de levier et tout. Tu peux considérer que c'est une bonne opportunité, ok, mais pas d'euphorie. Moi, je pense que ce jour-là, si ça marchait, je serais le roi de Paris. J'aurais tout flambé le jour même. Ouais, et puis au pire, tu aurais recommencé. Au pire, c'est que de l'argent. Mais tu aurais pu recommencer une deuxième fois en disant ça marche une fois, pourquoi ça marcherait pas chaque fois. Sauf que là, et là, avoir quelque chose de j'ai pas beaucoup plus pris méchant. le mur, mais j'étais à 2 doigts. Même un doigt et demi. Est-ce que tu as recommencé ça? Non. Jamais. Tu as eu la peur de ta vie et là tu t'es arrêté. C'est pas la peur de ma vie. Oui, mais tu as pris conscience. Tu mets pas de stop. Ouais. Tu mets quasiment du all-in, même tu laisses un petit peu. Maximum de levier. T'as pas toutes les infos. T'es pas devant tes écrans. Moi, j'appelle ça, avec du recul, du gambling. C'est ça. Ouais. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. Il n'y a rien. T'as écouté une info. Peut-être ils l'ont balancé justement pour un attrape-pigeon. Pardon pour le mot, mais je pense que ce jour-là, j'étais un pigeon. Ouais. J'ai servi de liquidité. Enfin, si j'avais liquidé à 53, 52, j'aurais servi de liquidité. Oui. Mais j'ai encore pris de risques. Parce que peut-être finalement, ça aurait été ça. C'était une tendance baissière qui fait un petit retracement et après qui reprend sa tendance. Ouais. Donc, c'est encore un deuxième risque, c'est que j'ai laissé courir la perte. Il ne faut jamais laisser courir la perte. Ouais, faut vite la couper, sur les marchés financiers, on modélise, on met une hypothèse, l'hypothèse avec une bonne probabilité. Si la probabilité elle est bonne, ton scénario se concrétise. Sinon, il est invalidé. Et avant d'entrer dans n'importe quel trade, action, crypto, indice, option, ce que tu veux, avant de savoir c'est quoi ta target de gain, tu dois savoir quel est le scénario d'invalidation de l'hypothèse. Ouais. Tu prends par exemple, je sais le S&P il est à 6100, je dis bon, 6100, ok j'achète, il y a Trump et Musk qui arrivent. Mais s'il descend, prend 5 points, bon, peut-être je mets le stop sur le dernier creux. Si ça dépasse le dernier creux, peut-être il y a un reverse de tendance. Ton trading, en fait, en gros, c'est plus donner un objectif de gain sans peu importe les pertes. C'est quel est mon risque et je calcule mon risque. Et le gain, eh ben, il viendra, qu'il soit petit ou grand, puisque maintenant tu les accompagnes avec un stop. Exactement. Plutôt que mettre un take profit en disant je limite mes gains, mais je laisse tomber mes pertes. Donc, exactement. Tu as changé d'état d'esprit. Et ça, c'est le comportement des retail. Quand tu vois, par exemple, sur les brokers, que ce soit en France ou aux États-Unis, je sais qu'en France, c'est une obligation légale, c'est que les brokers, ils affichent le pourcentage des clients perdants. Tout à fait. Par exemple, là, je sais que toi, tu travailles beaucoup avec un certain, qu'on ne citera pas, un broker futur. Je sais qu'il affiche 80%, je crois, aux dernières... Sur les futurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait ça sur le CFD, mais sur les futurs, je ne sais pas s'ils affichent... Je crois que c'est sur CFD qu'ils affichent. Voilà, c'est ça, c'est les CFD.
Mais je pense ça a que beaucoup c'est pas loin. baissé parce que je me souviens quand il n'y avait pas la réglementation ESMA, il y avait des leviers de 200 ou 400 et là on était dans les 95% parce que les gens faisaient du gambling, exactement. Ils mettaient un certain montant. Si ça monte à ça, ils doublent ou triple. Et si ça descend, tant pis, ils ont perdu leur argent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait le CFD à effet limité. Et maintenant, c'est 75-78% des gens qui perdent. Donc on est passé de 95 à 78, c'est déjà mieux. Mais il y a toujours un problème d'éducation, en tout cas de calcul. Effectivement. Et là, je me dis, là, les 80% des gens qui perdent, c'est qu'ils mettent un target de gain, mais ils laissent courir leurs pertes. Exactement. Et en fait, pour être dans le 1% des gens, ce que j'appelle moi smart, c'est qu'il faut faire absolument l'inverse. C'est qu'il faut limiter ses pertes, mais laisser courir ses gains. Ouais, exactement. Et c'est là le problème que j'ai, on va dire, avec Apex, c'est que, ouais, tu mets un TP. Pourquoi ? Je veux pas mettre un TP. Laisse-le... J'ai un pote, c'est un peu ça. J'ai un pote américain qui discute avec lui, avec mon anglais rudimentaire. Il me dit let the market play out. Je le dis avec mon accent français, mais c'est un peu ça. Laisse-le jouer. Peut-être dans une. En fait, nous, on joue avec la volatilité. Peut-être sur un coup de volatilité, surtout sur le Nasdaq, il adore ça le Nasdaq. C'est un coup de volatilité, tu te fais 30-40 points. Pourquoi tu te prives ? Tu prends 5 points avec un tick à $5, je crois. Ouais, avec un point à $20. Tu prends $100 alors que l'actif voulait te donner $1000. Pourquoi tu te prives ? Exactement. Tu es protégé par ton stop. Et ça, c'est la psychologie. Mais ce qui est bien avec la psychologie, plus tu prends le mur, plus tu apprends, plus tu refais plus. Après, si tu prends le mur et tu recommences les mêmes bêtises, là, tu n'es plus un trader, tu es un gambler. Tu es un gambler. Ta place, c'est pas sur les marchés financiers, c'est plutôt au casino. Exactement. Casino de Paris, mais pas sur le marché financier. À moins que tu as beaucoup d'argent, et tu laisses courir. Et tu dis, c'est que de l'argent. C'est ça, c'est que de l'argent. Eh bien, Caïs, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Je te propose de revenir peut-être prochainement pour faire une suite, parce qu'en fait, on a plein de choses à se raconter. Avec grand plaisir. Et du coup, très très bientôt à toi. On va suivre aussi, si vous avez bien regardé dans la vidéo, quelques stratégies, VWAP, Deviation. Standard Deviation. En fait, il faut toujours raisonner signal-bruit. Voilà. Signal-bruit, il est où le signal ? Ils sont où les gros ? Et les retail, ils sont où le bruit, il est où ? Voilà. C'est exactement ça. Rien que tu commences à raisonner comme ça, tu commences à comprendre ce qui se passe sur le marché. Ça marche. Et merci beaucoup à toi. Merci à toi. Et puis très bientôt pour un nouvel épisode avec Caïs. Surtout, n'hésitez pas dans le commentaire de cette vidéo, par exemple, de nous dire un peu ce que vous en pensez de tout ça. Merci à très bientôt. Merci.